libérer nos potentiels. Coopérons pour libérer nos potentiels. J'adore cette vidéo. Bon, elle commence un peu à dater. Mais ça tourne. Salut la compagnie. Bon, dans ma dernière vidéo, je m'excusais des 5 mois écoulés depuis mon avant-dernière vidéo en vous disant que je vous devais une explication. Mais en guise d'explication, vous avez eu droit à un cours de théorie des contrats. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué que c'est parce que les parties étaient plongées dans un gouffre d'incertitude que le contrat devait d'abord être vu comme un symbole, celui de la volonté de coopérer des parties. C'est tout moi ça. J'essaye d'expliquer quelque chose et les gens en sortent avec encore plus de questions. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment vous raconter pourquoi il m'a fallu tant de temps pour préparer ma dernière vidéo, pourquoi ce crâne humain m'accompagne désormais, et surtout pourquoi je suis si obsédé par la capacité à coopérer de votre entreprise, et plus généralement par la fluidification des échanges entre les entreprises. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et depuis 2014, soit depuis plus de 8 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que la bureaucratie, l'inertie, la démotivation étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a été en mesure de même tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque ? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Car l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier les business units opérationnels, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges interentreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaines que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre, dans un moment de révélation, que le langage de la contractualisation et de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot. Bon, reprenons là où je vous laissais dans ma dernière vidéo. Je vous ai expliqué que pour réconcilier la théorie des contrats avec la pratique contractuelle, le contrat devait d'abord être vu comme un symbole, celui de la volonté des parties de coopérer entre elles. Et aussi que ce symbole était efficace parce que les parties étaient plongées dans une même angoisse de l'incertitude. C'était à peu près là où j'en étais en septembre 2021, alors que je préparais une nouvelle vidéo. Cette idée que le contrat soit un symbole m'a immédiatement accroché car j'ai toujours été attiré par les symboles, les mythes et les mystères. Et je trouvais intriguant que ce concept de symbole soit invoqué par un économiste très sérieux pour résoudre les contradictions de la tout aussi sérieuse théorie des contrats. Ma curiosité était irréversiblement titillée. Et je me suis lancé dans une sorte de quête autour du concept de symbole, concept au cœur de notre civilisation et que nous manipulons tous au quotidien des milliers de fois sans même nous en apercevoir. J'ai passé franchement des centaines d'heures à me documenter sur le sujet. Ce qui m'a encouragé dans cette quête, c'est que j'ai découvert assez vite que non seulement le contrat était un symbole, mais que surtout le symbole était un contrat. Peut-être même le premier contrat. Ou plutôt devrais-je dire, en grec, le symbolon. Ça y est, je sens que j'en perds quelques-uns avec ce symbolon. Bon, en Grèce, on nommait symbolon un signe de reconnaissance qu'on obtenait en brisant en deux un objet, souvent un tesson de poterie, et qui fonctionnait comme un proto-contrat. Chaque contractant emportait son morceau, et pour liquider le contrat, chacun devait produire son symbolon,
qui devait s'emboîter parfaitement avec celui du cocontractant. Exactement comme aujourd'hui, un contrat est édité en double exemplaire pour chaque partie. On retrouve d'ailleurs cette idée d'une authentification effectuée en rapprochant deux fragments dans plusieurs termes juridiques. En droit anglo-saxon, le terme d'indenture fait référence à ces contrats qui étaient découpés en deux en formant comme des dents. Ou encore, les contrats d'affrètement de navires en droit maritime sont appelés charte parties, expression qui provient là aussi de la pratique de découper en deux une charte pour chaque partie. J'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Et pour revenir au symbolon, ce mot provient du verbe grec balein, qui signifie jeter, lancer, frapper à distance, et du préfixe sum, utilisé dans beaucoup de mots pour signifier la réunion ou le collectif. Dit autrement, le mot symbolon exprimerait l'idée d'un rassemblement, de la même manière que le mot diabolon, d'où provient le mot diable, exprimerait l'idée d'une séparation. Intéressant, non? C'était aussi mon impression en automne 2021. J'étais bien content de cette idée qu'en partant du contrat, on arrivait au symbole et puis qu'on revenait au contrat. Et je me disais que ça ferait un bon sujet de vidéo. Mais plus j'y réfléchissais, moins j'étais convaincu par la pertinence de cette belle histoire, et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, le juriste que je suis avait un peu de mal avec cette idée un peu simpliste de la preuve d'un engagement qui se ferait au moyen de deux bouts qui se joindraient parfaitement. Car ce serait trop facile. Il suffirait au débiteur d'une obligation, c'est-à-dire celui qui doit quelque chose à l'autre, de cacher ou perdre même son bout de contrat pour s'exonérer de son obligation. Ça n'a évidemment pas de sens. Ensuite, l'interprétation de l'étymologie du mot symbolon me paraissait un peu trop grossière, car elle faisait l'impasse sur le sens original de baleine qu'on retrouve par exemple dans les mots balistique ou bolide. Ce verbe baleine provient lui-même de la racine proto-indo-européenne gwel qui signifie jeter pour percer ou pour tuer. De cette même racine, par exemple, provient aussi le verbe en anglais kill qui signifie tuer. Assez loin donc de cette belle idée de rassemblement ou de mise en commun. Mais surtout, cela ne permettait pas non plus de comprendre l'autre grand mot dérivé de baleine, la parole. Car le mot parole provient du mot parabole, parabaleine, avec le préfixe para qui exprime l'idée de comparaison, de proximité, d'échange ou d'opposition. Que la parole s'échange, c'est assez intuitif, mais comment expliquer que nous retrouvions encore cette même idée de jeter pour tuer ? J'y ai passé des nuits et des nuits pendant plusieurs mois, à tel point qu'un jour de novembre 2021, au bord de l'épuisement, j'annonçais à ma femme que j'arrêtais mes vidéos parce que j'y perdais beaucoup trop de temps, que je tournais en rond et que j'allais vraiment finir par devenir fou. Et le lendemain de cette annonce, comme par miracle, je trouvais la solution à ces trois énigmes et elle m'emportait bien plus loin que je ne l'imaginais au premier jour de l'humanité. Nous étions donc en novembre 2021, et après des mois et des mois de recherches stériles, poussé par une intuition bizarre, je me mets à taper « coopération paléolithique » dans la barre de recherche de Google. Et que me renvoie ce cher moteur de recherche? Un article datant de 2013 de Kim Sterelny, intitulé « Paleolithic Reciprocation Crisis, Symbols, Signals and Norms », en français sans mon accent, « Crise de réciprocité au Paléolithique, symboles, signaux et normes ». Ce fut pour moi une véritable épiphanie. Vous savez à quel point je suis obsédé par la coopération. Et voilà que dans le cours de ces recherches pénibles sur le symbole, je tombe sur cet article reliant le symbole à la coopération au Paléolithique. On était le 16 novembre 2021, et après avoir pris quelques jours de répit pour laisser retomber l'excitation de la découverte, je décidai de me lancer à corps perdu dans la mise à niveau de mes connaissances sur le Paléolithique, connaissances qui étaient bien maigres à l'époque, il faut bien le reconnaître. Et la première chose que j'apprends, c'est que les paléoanthropologues s'entendent globalement sur l'idée d'une révolution paléolithique. Bon, je connaissais comme beaucoup la révolution néolithique, cette période de quelques milliers d'années, il y a environ 10 000 ans, durant laquelle apparaissent l'agriculture, la sédentarisation et de nouvelles formes d'organisation sociale, alors qu'auparavant, les hommes avaient eu, pendant des centaines de milliers d'années, un mode de vie ressemblant à celui des chasseurs-cueilleurs. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais je me contenterai pour le moment de dire qu'aujourd'hui, près de 8 milliards d'êtres humains sur 5 continents baignent tous inconsciemment dans une culture néolithique.
au sens où toutes les institutions au cœur du fonctionnement de nos sociétés modernes trouvent leur origine à cette époque. L'argent, la cité, l'État, la religion, la famille, et je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. Mais contrairement à cette fameuse révolution néolithique, je n'avais jusqu'alors jamais entendu parler d'une révolution paléolithique, et j'imagine que vous aussi. Pour résumer brièvement, il s'agit pourtant d'une période clé dans l'histoire de l'humanité, démarrant il y a environ 120 000 ans, et se terminant il y a environ 50 000 ans. Durant cette période, les paléoanthropologues observent une explosion de la diversité des formes des silex et des animaux chassés, la maîtrise de la pêche, les premières sculptures et peintures rupestres, alors qu'auparavant, les traces matérielles de l'espèce humaine sont assez limitées et surtout relativement homogènes dans le temps et dans l'espace. Et la grande idée donc de Kim Sterelny que je découvrais dans cet article de 2013, c'est que cette révolution paléolithique trouverait son origine dans un changement des modes de coopération qui structuraient les groupes d'Homo sapiens jusqu'alors. Pour résumer cette idée, plus largement développée dans son ouvrage The Pleistocene Social Contract, le changement des méthodes de chasse induites par le progrès technique et probablement aussi des changements écologiques va entraîner une remise en cause profonde des pratiques de coopération humaine établies depuis des centaines de milliers d'années. En gros, là où Homo erectus d'abord et Homo sapiens ensuite chassaient en groupe du gros gibier et se partageaient la bête immédiatement après l'avoir tué, la fameuse image du chasseur de mammouth, nos ancêtres vont progressivement chasser en groupe de plus en plus petits, des proies de plus en plus petites et de plus en plus diversifiées. Et cette évolution en apparence anodine va poser un problème crucial. Comment répartir le fruit de ces chasses, rapportées par des chasseurs organisés en plusieurs petits groupes, ayant chacun une efficacité différente et à des moments différents. Car cette question du partage est un sujet de tension dans tout groupe humain, y compris à notre époque actuelle, dans le monde professionnel, comme dans la société dans son ensemble. Mais il était encore plus à une époque où l'humanité ne disposait pas des nombreuses institutions dont nous disposons aujourd'hui pour réguler les conflits, et où chaque petit conflit pouvait donc facilement dégénérer en une bagarre mortelle pour le groupe, où chacun était armé de silex et où la médecine était quasiment inexistante. Et c'est cette crise de réciprocité, pour reprendre les mots de Kim Sterelny, qui est à l'origine de l'explosion symbolique observée dans les couches archéologiques datant de cette époque. Que ce soit les ornementations, les coquillages et autres, la diversité des formes de silex, les peintures et les gravures rupestres. Dit autrement, c'est pour résoudre les tensions liées au partage de la chasse qu'Homo sapiens va inventer toujours plus de rituels, de symboles et de normes. Ceci afin, vous l'aurez compris, de libérer le potentiel de coopération de notre espèce. Alors j'en vois déjà qui se disent « Bon, c'est super cette histoire de paléolithique, mais quel rapport avec le mot symbolon et surtout, qu'est-ce que cela implique concrètement pour mon entreprise ?» Vous n'avez pas encore fait le rapprochement ? Allez, un petit effort. Rappelez-vous, j'ai commencé cette vidéo autour du contrat comme symbole. Puis j'ai retracé l'origine du mot symbolon, cet objet qu'on cassait en deux pour matérialiser un engagement, avant de vous faire part de mes difficultés à accepter l'explication communément admise sur l'étymologie de Sumbalain, littéralement « jeter pour tuer ensemble ». Ça y est, vous voyez où je veux en venir. Le mot symbole, au cœur de toutes les civilisations, plonge en fait ses racines, non pas dans l'Antiquité grecque ou même proto-indo-européenne, mais au plus profond du Paléolithique, à l'époque où les hommes durent s'organiser pour chasser ensemble et résoudre cette fameuse crise de réciprocité. L'explication du symbolon comme un contrat qui serait authentifié par le rapprochement de deux fragments marque les esprits. Mais elle fait l'impasse sur la nature fondamentalement symbolique du contrat, qui s'appuie depuis la nuit des temps sur des représentations et des rituels. Et quant à l'étymologie du mot parole, qui provient de parabalein, elle trouve son origine dans cette parole qui était échangée dans cette coopération entre chasseurs.
Cette découverte signifie que coopération, contrat, symbole et parole sont des concepts imbriqués les uns dans les autres. Mais surtout que la coopération est au cœur même du langage depuis des dizaines, voire peut-être même des centaines de milliers d'années, alors que nos ancêtres inventaient de nouvelles formes de coopération pour résoudre leur crise de réciprocité, pour reprendre les mots de Kim Sterling. Eh bien, aujourd'hui, votre entreprise est traversée par exactement le même type de problématique. Comment motiver et impliquer les talents et compétences qu'elle mobilise à l'intérieur de son organisation, mais aussi et de plus en plus souvent à l'extérieur. Et la réponse est exactement la même hier comme aujourd'hui, en s'appuyant sur le pouvoir de la coopération. Et vous pouvez d'ailleurs accélérer cette prise de conscience en partageant dès maintenant cette vidéo. Alors oui, je m'attends à beaucoup de scepticisme avec cette vidéo et vous n'avez pas encore vu les suivantes. Je n'affronterai plus désormais seulement mes chers managers des temps modernes, mais aussi des paléoanthropologues et des linguistes pour qui ce genre de théorie est au mieux une théorie à dormir debout. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris plusieurs mois à me documenter sur l'état de l'art en anthropologie, paléolithique ou non. Et il me faut donc expliquer un peu plus cette idée farfelue qu'on peut faire remonter le mot symbole au paléolithique malgré les millénaires et les centaines de couches culturelles accumulées entre-temps. Et pour comprendre comment il est concevable de rattacher le mot symbole à la coopération au paléolithique, il faut comprendre que la coopération, ça n'est pas qu'un joli mot. C'est toujours une affaire de système. Dit autrement, la coopération n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous cette partie émergée, il y a toujours un certain protocole conçu pour stimuler l'adoption de pratiques coopératives. Or, ce n'est que très récemment que nous avons la capacité de faire évoluer ces fameux protocoles. En fait, jusqu'à il y a quelques centaines d'années, lorsqu'un protocole émergeait, on n'en changeait que par la force de l'épée. D'une certaine manière, les empires se fondaient et s'effondraient pour propager leurs normes et leurs protocoles. D'ailleurs, la France le sait bien, elle qui est à l'origine de la diffusion du système métrique dans le monde, ou plus récemment de la taxe sur la valeur ajoutée, mais qui a lamentablement échoué avec le calendrier républicain et ses semaines de 10 jours, ou plus récemment avec le Minitel, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos en 2021. Car changer de norme ou de protocole une fois qu'il est adopté par un grand nombre d'utilisateurs, c'est très très difficile. L'Agence informatique financière de l'État le sait d'ailleurs très bien, elle qui travaille en ce moment même à la conception du futur système de facturation électronique devant voir le jour en 2024. Tenter de changer les habitudes et les pratiques d'échange entre entreprises est un pari à très haut risque, pour ne pas dire voué à l'échec. Et c'est parce que les protocoles de communication sont très rigides qu'ils sont très très stables dans le temps, tellement stables qu'on peut les faire remonter jusqu'au moment de leur invention, soit pour le symbole, le symbolon et le contrat, à cette fameuse révolution paléolithique. Et ceux qui ont vu ma dernière vidéo comprennent maintenant aussi pourquoi nous observons une telle rigidité de la pratique contractuelle qui n'a que très peu bénéficié des avancées de la théorie juridique et économique depuis un siècle. Voilà, j'ai fait mon coming out. Je crois que vous comprenez aussi pourquoi maintenant je tiens tellement à la coopération, parce qu'elle est tout simplement au cœur de la performance collective. Mais la différence majeure avec le paléolithique, c'est que ce qui était autrefois inconscient nous est aujourd'hui accessible. Nous pouvons transformer et faire évoluer les systèmes qui structurent la coopération, en particulier dans les échanges interentreprises. Il suffit pour cela d'un tout petit déclic et de comprendre qu'il est effectivement possible de répondre à la masse d'impératifs juridiques, fiscaux, financiers, comptables qui conditionnent les échanges interentreprises dans le cadre d'une expérience fluide de bout en bout pour vos collaborateurs et leurs partenaires. Ça vous fait peur? C'est normal. On a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est d'ailleurs parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova pour permettre à chacun de vos collaborateurs et chacun de leurs partenaires de sublimer leur crise de réciprocité. Alors, si vous partagez ce constat, je serai évidemment ravi d'en discuter avec vous et de contribuer, à la mesure de mes moyens, à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile et plus ouverte. Pour cela, c'est simple,
il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.